Tout a été dit, ou presque, sur Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Sorti en 1975, le film cristallise un instant un peu magique, celui qui vit le film d'auteur percuter la première génération de blockbusters. L'histoire était une aventure humaine. Elle n'était pas encore le simple argument d'une pornographie du désastre qui caractérisera vite le genre. Tourné sur la petite île de Martha's Vineyard, Les Dents de la Mer est un film indissociable de l'endroit où il a été tourné, qui a su profiter au maximum de ses paysages et de la population locale, tronches rocambolesques et faces anormalement hilares, costumes étranges et postures ésotériques, les habitants qui hantent les seconds plans du film lui offrent une ambiance, une profondeur même, particulière. Et puis, il y a aussi les chiens. Dans ce film, tout le monde semble avoir un chien, à tel point qu'on se prend à rêver. Et s'il existait quelque part un montage, une version des Dents de la Mer pensée pour l'engeance canine, de la victime Pépette au toutou des pêcheurs, du cabot des Brody à celui de Quint, Les Dents de la Mer semblent être plus une histoire de clébard qu'un récit de poisson. Ils sont là, tout le temps, jusqu'à ce que le film arrive finalement à s'en émanciper en quittant le rivage. Alors que 3 humains sont partis venger Pépette, un autre petit cabot attendra longtemps, la truffe pointée vers le large, que son maître vienne. Voici donc un petit passage en revue des apparitions de nos amis à 4 pattes, afin de rendre hommage aux héros les plus discrets de ce chef-d'œuvre intemporel. C'est lui, le premier à apparaître à l'écran, ce chien pas très beau qu'on verra 2 ou 3 fois dans le film. Pour l'anecdote, il s'agit du propre chien de Steven Spielberg. À chaque fois, ce pauvre animal va jouer comme une patate. Il ne sait pas où poser le regard et finit immanquablement, même dans un plan très court, à regarder la caméra. Puis, derrière la caméra, trahissant un désarroi certain et une interrogation évidente sur sa présence à cet endroit. Il représente la conscience de Martin Brody, un flic new-yorkais qui a peur de l'eau et qui est venu vivre sur une île. Un petit peu plus loin, c'est au tour de la vedette canine du film d'occuper l'écran. Non seulement le chien est introduit dans le récit avec soin, mais en plus le noble animal est mis en valeur par une multitude d'angles et de plans différents. En l'abandonnant un instant pour y revenir, le montrant dans l'eau, hors de l'eau, puis en y retournant, l'emphase que le film déploie en tournant autour de ce chien amène la menace. On s'attend à ce que le quadrupède soit dévoré par le requin. L'attente de l'attaque se focalise sur le sort de ce pauvre animal. Un moment d'inattention, de distraction, d'abord au second plan, puis de dos. Le désarroi du maître de Pépette semble exclu de ce qui se passe sur la plage. Le nouvel intérêt que le film porte à ce personnage en polo jaune trouve une conclusion tragique. Une conclusion qui établit sans erreur que le monstre est là, qu'il était déjà là, qu'il a toujours été là. La plage idyllique est devenue un monde hostile. De Pépette, il ne reste que son jouet, un petit bout de bois flottant. Pépette ne fut pas la première victime du cartilagineux, et sa mort, qui sera injustement passée sous silence dans les scènes suivantes, forcément éclipsée par le drame qui frappera la famille Kintner, ne saura faire oublier l'exceptionnelle prestation de l'animal. C'était juste insupportable. Je regardais la mer, essayant de trouver mon chien perdu, et à chaque fois que je prononçais le nom de Pépette, elle répondait en aboyant juste derrière la caméra. À la demande d'un des assistants réalisateurs, Jeffrey Voorhees et moi avons emmené Pépette loin des dunes et on lui a tenu les oreilles, de façon à ce qu'il puisse continuer à tourner le film sans entendre les aboiements du chien à chaque fois que son maître l'appelait par son nom. C'était vraiment très drôle. On ne s'étonne guère donc de découvrir que les fans du film ne l'ont pas oublié. Le chien a sa propre fiche wiki, où l'on apprend notamment que Pépette, son vrai nom, est joué par un chien.
On apprend également que cette chienne venait de la ferme Pipney Mouse, située sur la presqu'île de Chappaquiddick, tout à l'est de Martha's Vineyard. La chienne est décédée en 1978 et repose désormais dans le jardin de la ferme. Une pierre a été posée sur sa tombe avec l'inscription « Star of Jaws ». Pour l'anecdote, des théoriciens du complot prétendent que le chien n'a pas été tué par le requin. Et ils en veulent pour preuve la présence d'une forme animale de type labrador sur la passerelle par-dessus laquelle Brody se met à faire une enjambée. Et si c'était Pépette? L'horreur des événements qui eurent lieu sur la plage conduisent alors à une réunion de crise entre la mairie, la police et quelques habitants. Après la réunion, Quint quitte les lieux. Derrière lui, son vieil assistant. Au bout de la laisse, un petit chien tout noir. Plus tard dans la soirée, le chien des Brody joue toujours comme une patate et ne peut s'empêcher d'implorer du regard toute l'équipe technique que l'on peut deviner blottie derrière la caméra. Le chef semble plus que jamais tourmenté. Pour la scène où l'on voit tous les pêcheurs amateurs en train de préparer une flottille de coques de noix, c'est tout un chenil qui semble avoir été mobilisé. Un brave toutou sur le ponton. 2 autres corneaux. Le caniche, avant de sortir du champ, s'arrête un instant et vérifie si son copain est bien derrière lui. 2 clébards à bord, dont un qui ne semble pas particulièrement content d'être là. De retour sur la terre ferme, tout le monde se presse autour de la carcasse sans vie de ce beau requin-tigre. Tout à droite de l'image, un figurant, aussi mauvais que le chien des Brody, interroge du regard quelqu'un derrière la caméra. Dans la seconde qui suit, celui que nous appellerons donc l'homme orange au tricot de peau vert s'empresse de montrer le poisson martyrisé à ses 2 chiens. Qu'espérait-il? Que les chiens veuillent mordre l'animal mort dont la majesté était déjà souillée par une tripotée de figurants bigarrés? De la même manière, qu'espérait-il avec cet étrange figurant? Plus tard, plusieurs scènes décrivent l'arrivée des touristes. Les chiens ne sont pas en reste, là, sur le trottoir, à droite de l'image. Sans nul doute, ces quelques chiens ne sont pas les seuls. Beaucoup d'autres chiens sont quelque part, sur l'une ou l'autre des images du film, cachés derrière un véhicule ou dissimulés par les jambes de leur maître. La partie terrestre du film s'achève et laisse sa place à la grande partie de pêche. Ainsi, la conclusion de la présence canine dans Les Dents de la Mer est dans ce dernier plan. Alors que les 3 personnages du film et quelques figurants barbus sont affairés à préparer leur cas, le petit chien de Quint reste en retrait de l'image, comme une simple amorce dans le coin inférieur gauche. Entame noire, ténébreuse, sorte de doigt projetant le regard et l'attention du spectateur vers le centre de l'image, où réside le bateau. Le chien jette un œil noir sur le sort de ses gens, comme s'il savait déjà que le bateau était trop petit et qu'il ne reverra jamais son maître. Du chien des Brody, abandonné dans son propre foyer, au chien qui jouait avec son bâton et que la mort blanche happa, des chiens du fond de l'écran à ceux qui voyagèrent sur les flots au gré de la folie des hommes, Les Dents de la Mer semblent être, pour nos fidèles amis, un véritable catalogue de l'horreur. Et si la placidité de ces animaux semble se répéter de plan en plan, c'est parce que c'est dans le hors-champ que leur détresse se livre. C'est bien après le générique que le chien de Quint commencera à s'inquiéter, puis à pleurer son maître. Et c'est toujours à un autre moment et à un autre endroit que se trouve la caméra que Pipette est pleurée. Je tiens à particulièrement remercier Melvin Z qui a accepté que j'emprunte un article de son blog Série Z qui a constitué ma narration. Melvin Z est également l'auteur d'un ouvrage sur Mad Max, Ultraviolence dans le cinéma, que vous pouvez retrouver aux éditions Rififi.